Salut à toutes et à tous, dans cette capsule vidéo, je vous propose d'étudier le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. En effet, certaines transformations sont totales, alors que d'autres conduisent à un état d'équilibre chimique. Ce dernier cas correspondra à des transformations chimiques dont le taux d'avancement final est inférieur à 100%. Pour les réactions conduisant à un équilibre chimique, la comparaison de la valeur du quotient de réaction à l'état final avec sa valeur à l'équilibre nous permettra d'en déduire le sens d'évolution spontanée de la transformation chimique. Enfin, je ferai un focus particulier sur les piles électrochimiques, sièges de réaction d'oxydoréduction spontanée. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Soit une transformation chimique modélisée par l'équation chimique générique petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D, où A et B sont les réactifs, C et D sont les produits, petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques. Un tableau d'avancement permet de rendre compte de l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits entre l'état initial et l'état final. Le taux d'avancement τ est une grandeur sans unité, rendant compte de la fraction du réactif limitant ayant réagi. Sa formule est τ est égal à xf divisé par xmax. Si la transformation est non totale, cela implique que xf est strictement inférieur à xmax, d'où τ est strictement inférieur à 1. Si la transformation est totale, alors xf est égal à xmax, ce qui implique que τ est égal à 1. Le taux d'avancement τ est une grandeur sans unité, rendant compte de la fraction du réactif limitant ayant réagi lorsque la transformation chimique s'arrête. Une réaction chimique est non totale lorsqu'elle se produit dans les deux sens, direct et indirect. À l'état final, les concentrations des réactifs, espèce A ou B, et des produits, espèces C et D, n'évoluent plus, bien que les réactions opposées 1 et 2 continuent à se produire. Le système est dans un état d'équilibre dynamique. Le quotient de réaction associé à la réaction précédente a pour expression celle indiquée à l'écran. Remarquons que si l'une des espèces chimiques est un solvant, un gaz non dissous ou un solide, sa concentration n'est pas définie et est remplacée par le nombre 1 dans l'expression précédente. Au cours d'une transformation chimique, les concentrations molaires effectives des réactifs et des produits varient au cours du temps. Le quotient de réaction QR évolue jusqu'à une valeur particulière correspondant à l'état d'équilibre. À l'état final, XF est égal à XF et QRF est égal à KT, où KT désigne la constante d'équilibre dont l'expression est donnée à l'écran. Dans cette formule, il est à remarquer que les concentrations molaires effectives sont celles obtenues à l'état final, c'est-à-dire lorsque l'état d'équilibre est atteint. Remarquons enfin que la constante d'équilibre K, associée à une réaction chimique non totale, est caractéristique de celle-ci et ne dépend que de la température T du milieu réactionnel. Un système chimique siège d'une transformation chimique non totale évolue spontanément dans le sens qui modifie la valeur du quotient de réaction afin de le rapprocher de la constante d'équilibre K. Ainsi, si le quotient de réaction à l'état initial QRI est strictement inférieur à K, alors la réaction chimique s'effectuera spontanément de la gauche vers la droite. En revanche, si le quotient de réaction à l'état initial QRI est strictement supérieur à K, alors la réaction chimique s'effectuera dans le sens indirect, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Les doubles flèches prennent ici tout leur sens, car elles traduisent la possibilité qu'une transformation chimique puisse se faire spontanément dans un sens ou dans l'autre en fonction des conditions initiales. Enfin, si le quotient de réaction à l'équilibre QRI est tel que QRI est égal à K, alors l'équilibre chimique est atteint. C'est donc le fait qu'un système chimique soit hors équilibre qui le pousse à évoluer spontanément vers l'état d'équilibre. Lorsque l'on place une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, on constate que la lame de zinc se recouvre progressivement d'un dépôt métallique de cuivre. En revanche, si on plonge une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc, on n'observe aucune transformation chimique. Un transfert spontané d'électrons peut avoir lieu entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Si les espèces sont mélangées, le transfert est alors direct. Les couples d'oxydoréduction peuvent être classés sur une échelle de potentiel standard d'oxydoréduction.
Lors d'une réaction d'oxydoréduction spontanée, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Il est possible de réaliser le même transfert que précédemment entre le zinc et les ions cuivre 2, mais sans mélanger les espèces chimiques. Pour cela, dans un dispositif appelé pile, on sépare les couples oxydant-réducteur afin d'éviter le transfert direct d'électrons. Le transfert d'électrons peut s'effectuer grâce à un circuit conducteur extérieur. Une pile est composée de deux demi-piles reliées par un pont salin. Chaque demi-pile est constituée d'un métal nommé électrode, plongeant dans une solution de son oxydant conjugué. La constante d'équilibre associée à l'équation de fonctionnement d'une pile électrochimique possède généralement une valeur très élevée. Par conséquent, la réaction d'oxydoréduction est quasi totale et le sens d'évolution spontanée est le sens direct, c'est-à-dire celui allant de la gauche vers la droite. En effet, le quotient de réaction initiale QRI est inférieur à la constante d'équilibre K. Une pile est un système chimique hors équilibre qui évolue spontanément vers un état d'équilibre lorsqu'on la connecte à un circuit électrique extérieur fermé. La pile s'arrête de fonctionner lorsque le quotient de réaction à l'état final a une valeur égale à la constante de réaction K. Comme la réaction d'oxydoréduction est totale, cela implique que la pile s'arrête de fonctionner lorsque le réactif limitant a été intégralement consommé. Enfin, il est à noter qu'un voltmètre branché aux bornes des électrodes d'une pile permet de mesurer la tension à vide appelée force électromotrice et notée grand E. Celle-ci vaut environ 1,1 V pour une pile Daniel zinc-cuivre. Le signe de la tension permet d'en déduire la polarité de la pile. En effet, si la tension mesurée est positive, cela implique que la valeur V du voltmètre est reliée à la borne ayant le plus grand potentiel électrique, c'est-à-dire la borne plus, et la borne comme à la borne moins. Intéressons-nous au mouvement des porteurs de charge lorsque la pile fonctionne, c'est-à-dire lorsqu'elle débite un courant d'intensité I dans un circuit électrique extérieur, représenté ici par un conducteur ohmique de résistance R. Dans les fils électriques, à l'extérieur de la pile ainsi que dans les électrodes, les porteurs de charge sont des électrons. Ils se déplacent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant électrique, c'est-à-dire de la borne négative vers la borne positive de la pile. On peut retrouver facilement la polarité de la pile en raisonnant sur les demi-équations d'oxydoréduction observées à ces bornes. En effet, le métal zinc joue le rôle de réducteur. Il libère donc des électrons qui se déplacent dans les fils conducteurs jusqu'à la lame de cuivre en contact avec les ions Cu2+, espèce chimique qui les capturera en jouant le rôle d'oxydant. On en déduit donc aisément le sens de circulation des électrons de l'électrode de zinc vers celle de cuivre et par extension celui du courant électrique qui est par convention au sens inverse. Le courant électrique à l'extérieur d'un générateur, circulant de la borne plus vers la borne moins, permet d'en déduire la polarité de la pile. La lame de cuivre constituera ainsi la borne plus et la lame de zinc la borne moins. Dans les électrolytes, les porteurs de charge sont quant à eux des ions. Lorsque la pile fonctionne, la concentration en ion Zn2+ augmente dans la demi-pile de gauche, alors que celle en ion Cu2+ diminue dans la demi-pile de droite. La concentration en ion SO4- demeure quant à elle constante. Le pont salin, tube de verre en U à l'intérieur duquel on a piégé des cations et des anions dans un gel, va permettre d'assurer la neutralité électrique dans les deux compartiments de la pile. En effet, il va libérer à droite des anions Cl- afin de contrebalancer la formation d'ions Zn2+, et libérer à gauche les cations K+, afin de compenser la perte d'ions Cu2+. Sans pont salin, la pile ne peut pas fonctionner, car le principe d'électroneutralité des solutions ioniques ne serait pas respecté. Il est à noter que le pont salin peut être composé par différentes combinaisons d'anions et de cations, piégés dans un gel de type agar-agar. Lorsque la pile fonctionne, l'électrode de zinc se dissout progressivement en libérant dans le compartiment de gauche des ions Zn2+ en solution. Dans le compartiment de droite, on observe l'apparition progressive d'un dépôt de cuivre sur l'électrode métallique de cuivre. La pile s'arrête de fonctionner lorsque le réactif limitant disparaît, celui-ci pouvant être le zinc ou l'ion Cu2+, ou lorsque l'un des ions vient à manquer dans le pont salin. Par la suite, on supposera que cette dernière hypothèse n'est jamais vérifiée. Un bilan de matière réalisé à l'aide d'un tableau d'avancement permettra de déterminer le réactif limitant, connaissant les quantités de matière initiales des deux réactifs. Au cours du fonctionnement de la pile, en supposant l'intensité I constante, il circule une quantité d'électricité Q est égale à I fois delta T. Cette charge correspond à un déplacement de grand N électrons dans le circuit.
Q est donc égal à N fois grand E, avec E qui est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, charge électrique élémentaire. La quantité d'électrons est exprimée en mol pour plus de commodité, et grand N est égal au nombre d'électrons ayant circulé fois la constante d'Avogadro Na qui vaut 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Il en découle que l'on peut écrire Q comme étant égal à N E- fois grand Na fois E. Finalement, l'expression de la quantité d'électricité circulant pendant une durée ΔT de fonctionnement de la pile est Q est égal à Ne- fois F, qui est égal aussi à I fois ΔT. La constante grand F qui est égale à Na fois E, qui vaut 96 500 coulombs par mol, est appelée Faraday. Elle correspond à la valeur absolue de la charge électrique transportée par une mole d'électrons. La capacité électrique Qmax d'une pile est la charge maximale qu'elle est susceptible de faire circuler dans un circuit électrique extérieur. Qmax est égal à Ne-max fois F qui est égal à I fois ΔT max. ΔT max est la durée de fonctionnement maximale de la pile. Lorsque la pile est usée, le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. L'état d'équilibre est atteint et la réaction d'oxydoréduction nécessaire à la circulation des électrons ne peut plus s'effectuer. La constante d'équilibre possède généralement dans le cas des piles électrochimiques une valeur très élevée, par conséquent la réaction d'oxydoréduction est quasi totale, ce qui signifie que l'un des réactifs a entièrement été consommé. La connaissance du réactif limitant permet de déterminer la demi-équation à utiliser pour trouver le nombre d'électrons échangés au cours du fonctionnement de la pile. Examinons un premier exemple de bilan de matière appliqué à une pile Daniel zinc-cuivre. Supposons que l'on mesure une augmentation de la masse de l'électrode de cuivre égale à ΔMCU qui vaut 0,12 g et que la pile débite une intensité constante égale à 100 mA. On se propose de déterminer la durée de fonctionnement de la pile ayant conduit au dépôt métallique observé. Le tableau d'avancement associé à l'équation chimique modélisant la transformation chimique qui se déroule lors du fonctionnement de la pile est donné à l'écran. La quantité de matière d'électrons en mouvement dans le circuit électrique peut être déterminée à l'aide de la demi-équation de la réaction ayant lieu à la borne plus ou à la borne moins. Après, bien évidemment, équilibrage, le nombre d'électrons libérés par le réducteur doit être identique à celui des E- captés par l'oxydant. À la borne plus, on observe la demi-équation d'oxydoréduction suivante. Cu2 plus 2E- donne Cu. La variation de la quantité de matière en ion Cu2 peut s'exprimer comme à l'écran. Elle est donc proportionnelle à l'opposé de Xf. La variation de la quantité de matière en métal Cu, ΔNCu, est égale à Xf. Le nombre d'électrons échangés entre le réducteur Zn et l'oxydant Cu2+, est tel que Ne- est égal à 2Xf, est égal à 2 fois ΔNCu. NCu étant égal au quotient de la masse de cuivre par sa masse molaire atomique, nous en déduisons que ΔNCu est égal à ΔMCu sur MCu, et donc que N- est égal à 2 fois ΔMCu sur grand M de Cu. Sachant que Q est égal à Ne- fois F, qui est lui-même égal à I fois ΔT, nous pouvons donc en déduire que ΔT est égal à N- fois F, le tout divisé par I, ce qui revient à dire que ΔT est égal à 2 fois ΔMCu fois F, le tout divisé par I fois M de Cu. Un rapide calcul conduit à une valeur pour ΔT de 3,6 10 puissance 3 secondes. Dans ce deuxième exemple de bilan de matière associé à une pile, on se propose dans un premier temps de déterminer le réactif limitant connaissant la masse initiale des électrodes métalliques ainsi que la concentration molaire volumique et le volume des solutions aqueuses contenues dans chaque demi-pile. Pour exploiter le tableau d'avancement, il suffit de remarquer que les quantités de matière des réactifs sont forcément positives ou nulles, tout comme l'avancement Xf. Cela se traduit mathématiquement sous la forme d'un système de 3 inéquations avec pour inconnu l'avancement x comme indiqué à l'écran. À partir des données, il est aisé de calculer les quantités de matière initiales des réactifs. En effet, la quantité de matière en ion Cu2+ à l'état initial est égale à C fois V et la quantité de matière de Zn à l'état initial est égale à la masse de Zn divisée par sa masse molaire atomique. Le système d'inéquation admet alors pour solution l'ensemble S qui est égal à l'ensemble 0 mol jusqu'à 1 fois 10 puissance moins 2 mol.
On en déduit que la plus grande valeur pouvant être prise à l'état final par l'avancement x est ici x max qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol. On en déduit alors qu'à l'état final, il ne reste plus d'ion Cu2+. Celui-ci est le réactif limitant. Sa consommation totale entraîne l'arrêt de la pile. L'expression de la capacité électrique Qmax de la pile permet d'exprimer facilement la durée ΔT max de son fonctionnement. Le calcul conduit à une durée de fonctionnement d'environ 5 heures 30 minutes en supposant que la pile débite un courant d'intensité I est égal à 100 mA constant. À l'origine, le terme pile désignait un dispositif inventé au début du XIXe siècle par le savant italien Alessandro Volta, composé d'un empilement de rondelles de deux métaux différents, du zinc et du cuivre, séparés par de la feutrine imprégnée d'un électrolyte. Les progrès technologiques ont depuis lors permis une miniaturisation des piles qui sont devenues d'un usage courant afin d'alimenter de nombreux dispositifs nomades à base d'électronique. On les trouve sous différentes formes et dotés de différentes forces électromotrices, 1,5 V, 4,5 V, 9 V, etc., en fonction de leurs usages. Notez que l'expression pile rechargeable est un abus de langage couramment employé pour désigner un accumulateur, siège d'une transformation d'oxydoréduction réversible, par apport extérieur d'énergie électrique. Une pile, quant à elle, implique une réaction d'oxydoréduction irréversible. Enfin, on distingue deux grandes familles de piles, les piles salines et les piles alcalines, qui diffèrent par la nature du gel électrolytique employé. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la notion d'évolution spontanée d'un système chimique dans le cadre des réactions d'oxydoréduction et des piles électrochimiques en particulier. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.